Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pascal Nadobny, président et fondateur de Adev Materials. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, la traditionnelle question pour débuter le podcast, est-ce que tu pourrais nous présenter Adev Materials? Donc, Adev Materials est une ETI, entreprise de taille intermédiaire, patrimoniale, entrepreneuriale, internationale et responsable. C'est une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 180 millions d'euros en 2022 avec 700 personnes sur une dizaine de pays avec 15 sites industriels. Nous sommes un fabricant de solutions matériaux durables pour l'industrie. Ça se traduit à travers deux métiers, principalement des solutions sur mesure de matériaux souples, des films, des fibres, des adhésifs et des mousses. Et puis une activité de conditionnement sur mesure de produits liquides, qui sont principalement des colles, des mastiques et des produits chimiques. Nos marchés principaux sont l'aéronautique, où nous sommes un fournisseur direct des très grands fabricants d'avions, donc Boeing, Airbus, Dassault, et aussi bien sûr de tous les acteurs du secteur aéronautique et défense, les grands acteurs français qui sont Safran, Thales, mais aussi les Américains, Lockheed, et puis des acteurs du MRO, donc Boeing Distribution Services, enfin les grands de ce secteur aéronautique et spatial. Notre deuxième secteur d'activité est le monde de la mobilité, donc à la fois l'auto et le rail. Nous sommes en direct des grands équipementiers en Europe et puis de grands constructeurs aux États-Unis à travers notre filiale à Pittsburgh. Nous sommes un partenaire privilégié de General Motors et de Stellantis. Notre troisième secteur d'activité est celui de l'industrie et de la construction, qui représente plutôt des clients locaux sur chaque zone mondiale à travers les différentes sociétés que nous avons acquises. Et puis, un dernier secteur d'activité sur lequel nous essayons de nous développer très fortement, qui est celui du monde de la santé, healthcare et hygiène, pour lequel très clairement les 2 dernières années ont changé le monde. Donc c'est un secteur qui, pour nous, est un secteur d'avenir sur lequel nous essayons de développer une position forte aussi. Des marchés différents, mais une constante quand même d'acteurs B2B sur des solutions de matériaux techniques. Encore une fois, c'est films et adhésifs d'un côté et ces colles et ces produits chimiques de l'autre. Donc le siège social est à Lyon, Lyon Confluence, depuis toujours, donc depuis 2006, la date de création d'Adev Materials, qui s'est appuyée sur 3 PME, deux qui étaient au départ en région parisienne, Micelle, et une autre en région toulousaine qui était Addis, une dans le monde des films techniques et l'autre dans le monde des rubans adhésifs. Quel est ton parcours Pascal? Qu'est-ce qui t'a amené à aboutir à devenir président et fondateur de Adev? Avant d'être entrepreneur, j'ai été dirigeant dans le monde des grands groupes. Alors c'est avant tout un parcours international. Je dirais mes deux écoles de la vie, c'était l'école du sport et l'école de l'international. J'étais effectivement jeune étudiant passionné de sport qui, après une école de commerce à Lyon, a eu la chance de réaliser un double diplôme aux États-Unis à travers une formation MBA au Texas. Donc je suis parti très très jeune au Texas. Le grand cabinet d'audit qui m'avait proposé un stage à Paris pour me préparer à cette formation américaine me l'a proposé à Houston. L'université était à Austin, l'université du Texas à Austin. Et puis j'ai eu la chance de continuer derrière sur l'ancêtre du VIA qui était un VSNA, donc un service militaire au sein d'un poste d'expansion économique à Dallas. Et donc, cette période américaine m'a permis de rester finalement un peu plus de 3 ans au Texas et le monde où tout est possible, le Lone Star State, le pays où l'ambition est illimitée et puis où on apprend la confiance en soi américaine qui correspondait bien à cette logique sportive, cette volonté de gagner, cet esprit d'équipe qui était en moi et qui a renforcé, je pense, des valeurs entrepreneuriales que je développerai dans le futur.
Et est-ce que les États-Unis, ça a toujours été un rêve pour toi en étant jeune ou c'est plus une question d'opportunité quand tu as fait ton école qui t'a amené à aller là-bas et y rester? Non, c'était totalement un facteur d'opportunité. Je suis d'une génération où se sont négociés les premiers doubles diplômes entre les grandes écoles de commerce et les universités américaines. C'était en 79. Le M Lyon négociait les premiers accords de double diplôme avec trois universités américaines et j'ai fait partie, on va dire, des premiers, des pionniers qui ont eu la chance de bénéficier de cette opportunité. Donc c'était juste être au bon endroit au bon moment. Voilà, l'école m'a fait confiance, j'avais une capacité d'adaptation, j'ai eu cette chance extraordinaire qui ensuite s'est déroulée avec le stage de 6 mois en cabinet d'audit et puis ce service militaire dans la durée. Alors pour le service militaire, j'étais un peu déçu parce que je rêvais déjà d'Asie. Alors autant les États-Unis, ça a été, on va dire, vraiment une chance d'être au bon endroit au bon moment. Pour le service militaire, j'espérais à l'époque pouvoir. J'avais une appétence pour un attrait pour l'Asie. Je rêvais d'Asie et en fait, le patron du poste d'expansion économique de Dallas a souhaité que prendre quelqu'un qui était depuis 2 ans au Texas. Cet attrait pour l'Asie, je l'ai déroulé dans une deuxième partie de mon parcours. Et donc, du coup, une fois que tu as fait ton service militaire, est-ce que tu savais dans quel secteur tu allais te lancer dans l'industrie? Ça te semblait naturel pour toi ou c'est aussi une question d'opportunité qui t'a fait plonger dedans? Alors c'est vraiment une logique d'opportunité et puis encore une fois de critères que je m'étais donné. Bon, quand on est dans ces belles années du début des années 80 sur des campus américains avec une double diplôme, on a la chance d'être d'interviewer pour sur le campus pour toutes les plus belles boîtes qui existent dans le monde de la grande conso, des banques, des cabinets stratégiques. Et donc, c'est très difficile de faire ses choix à ce moment-là. Ce qui a dicté mon choix, c'était cette appétence pour l'Asie. Et donc, j'ai pris le groupe, un groupe français qui m'a proposé de partir sur l'Asie et la mer Rouge, dans un premier temps dans les équipes financement. Donc, c'était un grand groupe d'ingénierie qui s'appelait Clé Technip et qui m'a proposé de m'occuper des financements des grands marchés d'usines clés en main pour ses activités cimenterie et industrie, tout ce qui n'était pas pétrole, sur une zone Asie-Mer Rouge. Donc ça a duré finalement un peu plus de 3 ans aussi, puisque dans la continuité, je suis devenu responsable de cette zone au titre du développement commercial, puisque je connaissais effectivement tous les acteurs, tout ce qu'on appelait les centres d'information, les centres de décision, et puis les acteurs locaux. Et donc, j'ai continué comme responsable pour une activité clé ciment sur l'Asie et la mer Rouge. Donc, je vendais en fait des cimenteries clés en main, des ateliers de plein caire avec des projets au Yémen, à Oman, mais aussi sur la Malaisie, sur l'Indonésie, sur Singapour. Donc, on peut dire que tes premières années professionnelles, tu les as fait hors de France, au final. Tout à fait. C'est vraiment cette culture de l'international qui a une vertu très importante quand on a fait ses études en France, puisque notre système français nous pousse à nous convaincre qu'il faut être parmi les meilleurs, qu'il faut passer les concours, que globalement on apprend à démontrer que l'on a raison, à développer des certitudes, des convictions. Et quand on arrive à l'étranger, on se rend vite compte que notre référentiel n'est pas tout à fait le même que les autres. Et donc, plutôt que de passer son temps à expliquer, on apprend à écouter, on apprend à comprendre des référentiels culturels, religieux, géographiques, qui sont totalement différents. Avec pour moi cette histoire absolument invraisemblable de deux mondes très différents, d'Américains de Texans qui ont une confiance en eux absolument démesurée, qui sont capables d'aller chercher des objectifs pour lesquels une grande partie des Européens ne partiraient pas, une capacité à se préparer, à s'organiser, mais à y croire de manière invraisemblable. Puis de l'autre côté, un monde de l'Asie et du Moyen-Orient, qui est un monde totalement inverse, où les gens s'expriment beaucoup moins, où la confiance se gagne sur une durée beaucoup plus longue, où la logique d'écoute, l'apprentissage de la patience, l'apprentissage du non-dit est, je pense, un élément culturel très très important, très complémentaire par rapport à cette éducation française
sur lequel on paraît effectivement souvent avec des certitudes et sur lequel dans le monde, on nous reconnaît très souvent pour notre expertise, pour notre compétence, mais parfois on nous regarde avec de l'inquiétude ou l'incompréhension vis-à-vis de notre arrogance. Qu'est-ce que tu dirais que tu as retiré aussi de ton séjour depuis un peu de 3 ans, d'après ce que j'ai compris, en Asie? Est-ce que c'est d'autres bienfaits que ceux que tu as vus aux États-Unis? Alors sur l'Asie, c'était déjà plusieurs pays. J'habitais en France, mais je voyageais à peu près 200 jours par an à l'étranger. Donc c'était tous les mois pour des voyages, on va dire, de 3 semaines en moyenne. C'était des déplacements sur la zone Asie, donc c'était essentiellement la Malaisie. Et quand on dit la Malaisie, c'était à la fois la côte ouest, mais aussi la côte est, avec les États de Perlis, avec les États qui étaient dans l'île de Kalimantan, anciennement Bornéo, donc Sabah Sarawak, qui sont un peu des contrées un peu éloignées des centres de décision de la Malaisie, mais c'était aussi l'Indonésie, c'était Singapour, et donc avec des projets de développement d'ateliers de clinker, donc de la grosse industrie, où il y avait à la fois à convaincre des industriels, mais aussi des organisations d'État. Et puis c'était la même chose sur le Moyen-Orient. Alors mes expériences les plus, on va dire magnifiques ou qui m'ont vraiment marqué, ça a été le Yémen du Sud où j'ai vendu une usine clé en main dans le monde de la cimenterie près de Moukalla, qui est un port du Yémen du Sud, un peu loin d'Aden, dans l'Hadramaout, où il y avait à la fois les matières premières, donc qui étaient le calcaire et qui était l'argile, et qui permettait de construire des grosses cimenteries qui permettaient le développement de cette région. Bon, après, elle a fait l'objet de guerres civiles et elle n'a pas tout à fait développé, mais c'était j'ai dû aller 12 fois dans ce pays, j'y allais tous les mois. Mes interlocuteurs étaient plutôt vice-ministre de l'Industrie, directeur de la cimenterie, et il y avait un consortium qui était très intéressant avec bien sûr des génies civilistes qui étaient plutôt locaux ou liés à des Grecs qui étaient, on va dire, dans un monde plutôt proche du Yémen du Sud. Et puis, il y avait l'Allemagne de l'Est qui finançait de la charpente métallique, des moteurs, des ateliers de calcaire, et puis bien sûr la France avec Creuse-de-Loire Clé Technique qui fournissait toute la technologie de ces cimenteries. Donc c'est des expériences qui étaient multiculturelles aussi, non pas seulement dans le pays et dans le processus de décision, mais qu'il était aussi dans l'ensemble des acteurs qui contribuaient au projet. Mais on peut dire que là tu étais encore assez jeune, donc de manière assez précoce, tu été amené à gérer de gros projets à un âge assez peu avancé? J'avais là eu la chance déjà de faire des études très jeune, mais bon, je dirais que les voyages forment la jeunesse, donc j'avais été aussi choisi par cette capacité d'adaptation. On apprend vite, et puis la logique de l'âge est quelque chose qui est très, pas franco-française, mais très européenne. Les mondes nouveaux, finalement, ils sont intéressants parce qu'ils respectent beaucoup plus les anciens que chez nous, ces pays en voie de développement, mais de l'autre côté, il donne des responsabilités beaucoup plus rapidement aux jeunes. C'est le cas aux États-Unis, mais c'est le cas encore beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante en Asie, au Moyen-Orient, parce que la compétence, l'expertise, la capacité d'animation, le leadership va être reconnu par eux, avec beaucoup moins, on va dire, de contraintes sur l'âge, sur le délai d'apprentissage. Encore une fois, vous êtes au fin fond du monde, donc vous êtes dans les capacités des petites équipes, besoin de décider rapidement. Besoin d'entraîner les autres. Donc, c'est plus la personnalité, votre capacité à communiquer, à valoriser le travail des autres qui va vous donner finalement un leadership assez naturel à leurs yeux. Non, je suis tout à fait en phase avec ça. C'est vrai que pour les gens qui ont eu l'opportunité de vivre en Amérique du Nord, ils attendent pas forcément de passer à la trentaine pour donner des postes de manager et autres. Et au contraire de la France, où parfois l'âge peut être un frein à accéder à des responsabilités. Et du coup, si on avance un peu sur ton parcours, Pascal, après cette expérience d'un peu plus de quelques années avec cette société CLE Technip, tu es revenu en France, tu as... Je reviens en France, donc je reviens bon, pour deux raisons. Déjà, je me marie et donc 200 jours par an à l'étranger sur 8 pays, c'est pas très simple. Il y a un deuxième élément qui est que
je signe cette belle opération qui était 3 ans de travail, qui était 90 millions de francs à l'époque, qui était avec un financement du Trésor français, avec la Banque islamique de développement, avec beaucoup d'acteurs, le Crédit Trésor aussi allemand. Donc c'est aussi un peu un aboutissement, donc une fin d'étape. Je décide de revenir en Europe, je rentre dans un grand groupe de services informatiques, ça s'appelait comme ça à l'époque, qui s'appelle GSI et qui était un des leaders du monde du service et dans un monde de l'informatique que je connaissais assez peu, avec une dimension européenne qui m'intéresse, puisque j'avais les États-Unis, l'Asie, et cette dimension européenne m'intéressait beaucoup. Et je reviens pour diriger des filiales françaises, et puis assez rapidement Suisse, Italie, Angleterre, dans le monde de ce qui s'appelait à l'époque le Facilities Management, qui s'appelle aujourd'hui l'infogérance, voilà, où je vais rester 10 ans, dans un monde où je vais diriger ces grandes filiales de l'activité Facilities Management. GSI fera l'objet de ce que l'on appelle un RES généralisé, un rachat de l'entreprise par ses salariés, qui est dans la continuité, du capital social gaulliste et avec Édouard Balladur qui sera ensuite ministre de l'économie et qui était le président de cette société dans sa période interministérielle et qui avec des gens très très brillants a développé cette société de services à l'échelle mondiale et va permettre aux dirigeants, aux cadres, aux salariés d'être actionnaires. Donc, pour moi, c'est une découverte parce que encore une fois, je suis pas devenu entrepreneur en le planifiant. J'ai la chance, j'ai l'opportunité de rentrer au capital comme une centaine de managers. Il y a 10 fondateurs, 100 managers de direction, 1000 salariés qui rentrent au capital. En 87, en 1995, on va avoir un multiple de notre investissement qui sera supérieur à 20 fois, qui va me permettre, en 1995, de découvrir deux choses, de découvrir que l'on peut créer de la valeur par le levier financier et que la logique d'entrepreneur permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Et trois, qui me donne des moyens, financiers de commencer à regarder des acquisitions de croissance. En 87, je fais partie du RES. En 95, GSI est vendu et rejoindra quelque chose aujourd'hui, en tout cas l'activité dans laquelle j'étais, qui était l'infogérance, rejoindra aujourd'hui le groupe Atos Origine, qui est devenu un grand français avec d'autres acteurs. Il n'y avait pas que GSI, il y avait bien sûr Atos, il y avait d'autres activités qui vont rentrer dans ce groupe. Et moi, je vais quitter et je vais, à ce moment-là, en 1995, regarder un certain nombre d'investissements possibles. Comme tout entrepreneur, alors cette phase, elle est intéressante parce que, encore une fois, là, c'est comme le premier job. On regarde des choses qui ne se comparent pas. En fait, on regarde des sociétés dans des secteurs très, très différents. On regarde des reprises avec des investisseurs financiers. On regarde des transmissions d'un dirigeant qui va vous considérer comme son fils spirituel. Vous allez regarder, en fait, des tailles, des secteurs, des niveaux d'investissement, des marchés, des business models qui sont très très différents. Donc ça nécessite de garder parfois la tête froide. Ouais, je te demandais, du coup, t'es parti en ayant en tête d'avoir une vision agnostique, neutre, en te disant pas je vais me concentrer sur un secteur en particulier. Non, parce qu'à cet âge-là, tu n'as pas. Enfin, quand c'est la première fois que tu regardes, alors on va dire une chose. Mon secteur précédent ne me donnait pas une légitimité immédiate, reproductible sur des cibles existantes. C'est-à-dire la grande ingénierie mondiale qui vend des usines clés en main, on ne trouve pas des sociétés à taille humaine à reprendre en région en France. Bon, et quand on est entrepreneur la première fois, il y a deux grands choix. Soit on participe à une reprise en tant qu'actionnaire minoritaire avec un investisseur ou un groupe enfin, une famille ou un investisseur financier qui vous choisissent en tant que dirigeant, ou on part dans une logique entrepreneuriale, plutôt PME, où on essaye de travailler dans une logique de succession. Et à ce moment-là, moi, mon secteur initial ne me permettait pas ou ne m'avait pas donné des opportunités de me projeter dans le même secteur. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le champ des possibles est très large. C'est terrible parce que c'est une période où il faut avoir une grande analyse lucide et de l'autre côté, laisser jouer son cœur quand même, puisque le moteur principal de l'entrepreneur va être son envie, va être la manière dont il se projette dans la société et ça va
prendre en compte des éléments de marché, des éléments humains, les gens qu'on rencontre, les équipes, la succession, et puis bien sûr des éléments financiers de business model. Donc, mais je crois que l'aspect humain, finalement, au bout du bout, détermine le choix. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'en 95, je vais choisir comme des éléments de marché que je connaissais un petit peu, qui sont les grands groupes français industriels, du B2B, et je vais acquérir des petites sociétés dans le monde de la sous-traitance électronique, de l'assemblage de cartes, de la fabrication de circuits imprimés. Et ça sera extrêmement difficile pour moi, donc c'est intéressant pour les entrepreneurs qui viennent du monde des grands groupes, de dire que ce basculement où vous étiez dans des tailles avec des équipes importantes, avec des process organisés, avec des supports financiers, avec des sujets que vous ne gériez pas complètement, la trésorerie, vous gériez le quotidien, l'opérationnel, le développement, la stratégie, mais pas obligatoirement l'aspect global. Du jour au lendemain, c'est pas facile. En plus, moi, je venais d'un monde de l'informatique où globalement tout le monde était un peu bac+5 ou bac+6. J'étais rentré dans le monde de la sous-traitance électronique avec beaucoup de jeunes femmes dans nos activités d'assemblage qui étaient bien sûr avec des sans études, souvent des managers ou des commerciaux autodidactes, un expert comptable externe. Ça fait des changements de taille et qui sont, je pense, il faut s'y préparer. Un secteur qui a été assez dur. Et ça me fait une deuxième école, ça me fait une troisième école, on va dire, celle de l'apprentissage, de l'importance de la trésorerie, de l'importance de la dépendance ou pas à certains fournisseurs ou à certains clients. Et puis, c'est vraiment une période où il faut remettre vraiment les mains dans le cambouis de manière très très importante. Donc je pense que ce passage-là, pour des dirigeants de grands groupes, il faut s'y préparer, et il faut s'y préparer dans une logique voilà, où on plonge la tête, les bras et le corps. Voilà. Après ces 3 ans, il y a une période un peu plus difficile qui se présente. Donc je me repose la question, et puis je décide finalement de recéder ces activités à un autre acteur plus grand, une partie du bureau d'études aux professionnels qui le dirigeaient. Et puis, je me repose la question de repartir dans un grand groupe ou de retenter quelque chose de taille intermédiaire. Et c'est là où je rencontre voilà, une famille formidable qui est la famille Lebar, avec Daniel et Pascal, et qui me propose quelque chose qui était finalement un très bon compromis, prendre la présidence, donc la direction d'une société qui s'appelait Micel, et de la diriger et de pouvoir la racheter au bout de 4 à 5 ans. Et donc, je repars sur quelque chose qui, pour moi, est une taille intermédiaire entre le très grand groupe et la très petite PME, avec un projet intermédiaire, avec de la croissance externe, avec du développement international, qui me redonne plus la dimension que j'avais acquise précédemment dans ces grands groupes. Et Micel, il faisait quoi comme produit? Micel était un fabricant de solutions, on va dire un découpeur de films techniques, d'isolants, qui était partenaire de grands fabricants américains de Dupont de Nemours sur des produits aussi techniques que le Nomex, le Tedlar, le Kapton. Donc c'était effectivement, Micel voulait dire matériaux isolants pour la construction électrique. Donc les grands clients étaient des très grands fabricants de moteurs, des très grands fabricants de transfo, donc des Schneider Electric, des Leroy Sommer, des Alstom, déjà une partie d'aérospatiale qui est devenue Airbus, des Valeo, donc des Legrand, que des grands acteurs de l'industrie. Donc ça me redonnait entre guillemets la capacité de boxer du côté client dans une dimension de grand groupe, et puis du côté fournisseur dans une dimension internationale. Et puis avec un projet déjà puisque cet acteur était principalement sur la France et avait une position de partenaire privilégié avec les fournisseurs, qui était en train de s'étendre à l'Europe, à ce qu'on appelait l'Europe Moyen-Orient, IMIA à l'époque. Il y avait aussi cette dimension internationale et cette dimension croissance externe. Elle va se doubler très vite par une autre PME qui était dans le monde des adhésifs et des cols, qui s'appelait Addis, qui était à Toulouse, et avec une autre qui s'appelait Bézi, qui était dans le monde aussi des adhésifs et des cols pour l'aéronautique. Et c'est à partir de ces 3 PME que l'on va commencer à construire
quelque chose que je vais finalement pas racheter, pas en l'MBO en 2003 comme prévu, puisqu'on tombe dans une période, ça c'est encore une autre contrainte, c'est que les timings ne sont jamais ceux que l'on a décidés, puisque le monde extérieur bouge avec des crises et des relances. Et 2003, c'est un peu une période économique difficile. Donc finalement, je vais pouvoir réaliser le LMBO en 2006. Est-ce que tu peux préciser LMBO pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément familiers avec le terme? Effectivement, donc c'est Leverage Management Buyout, c'est la capacité à racheter à un propriétaire par la création d'une holding des sociétés avec un effet de levier, c'est-à-dire que l'on va identifier des sociétés à potentiel pour lesquelles on a un plan de développement, et ce plan de développement va permettre de rembourser par la création de valeur, de rembourser la dette que l'on construit. Donc ça permet, et ça c'est important, à des dirigeants qui souhaitent acquérir de pouvoir bénéficier de soutien de banques, de soutien parfois d'investisseurs pour reprendre des sociétés avec une mise en capital qui est souvent limitée, puisque pour ceux qui viennent de grands groupes comme moi, c'est souvent soit celui que vous avez fait sur une opération capital précédente, ou souvent votre prime de départ ou votre accord de départ. Donc c'est en général, pour des entrepreneurs personnes physiques, le levier qui est utilisé en premier. Donc ça veut dire que toi, tu étais dirigeant de Micelle, il y avait deux autres entreprises, deux autres PME avec lesquelles tu t'entendais bien et vous avez décidé de, je ne sais pas si on peut dire fusionner, mais de regrouper les activités. En fait, c'était déjà des croissances externes qui avaient été réalisées dans le cadre du développement de Micelle, mais qui étaient sous des holdings différentes. Et donc en 2006, j'ai l'occasion, parce que c'est le moment, parce que aussi la famille qui était majoritaire souhaite sortir, de pouvoir reprendre le contrôle de ces deux sociétés. Donc on crée un holding. À ce moment-là, j'ai un associé qui est toujours avec moi en 2023, donc 17 ans plus tard, hein, qui est Julien Duvanel, qui était donc quelqu'un qui m'avait rejoint pour diriger l'activité dans le monde des rubans adhésifs à Toulouse, donc qui était à 10. Il a dirigé depuis 2004, donc je propose que l'on s'associe. Donc il me rejoint pour créer Adev Materials, donc qui va être la holding, à qui on donne un nom qui va être générique pour représenter à la fois les isolants et les films d'un côté et de l'autre côté les adhésifs et les colles, et donc qui va reprendre aussi cette logique de added value, et donc qui Adev Materials, qui veut dire added value sur les matériaux. Et donc on crée cette société en 2006 qui va être la fondation d'un projet de croissance externe de plusieurs autres PME, ce qu'on appelle un build-up, autour de ces deux métiers initiaux qui étaient les films et les adhésifs. Donc du coup, ton idée avec ton associé quand vous avez créé la holding Adev Materials, c'était tout de suite de faire de la croissance externe et de construire une ETI à rayonnement international? L'idée, c'était de faire de la croissance externe, puisque c'était déjà le projet, de le faire dans une logique au départ de croissance européenne, puisqu'il y avait cette logique de l'Europe qui s'était imposée, c'est-à-dire qu'on pouvait plus, il y avait plus d'accord de distribution, de partenariat par pays, donc par nature, être partenaire avec des grands fabricants mondiaux, ça voulait dire couvrir la zone Europe. Donc au départ, c'était plutôt quand même une dimension européenne qui va durer, on va dire, alors, elle est émaillée quand même de périodes plus ou moins compliquées, puisque en 2008, on a à faire face assez rapidement à la crise des subprimes, qui va entraîner quand même les grandes industries, l'automobile à souffrir de manière très forte. Donc on va un peu, comme toujours dans ces cas-là, se concentrer sur la résilience, passer 2008, passer 2009, passer 2010, puis très vite, les seules sorties positives sont toujours par le haut. Donc c'est d'aller chercher la croissance, et c'est d'aller chercher la croissance là où elle est. Find the growth where it is, comme disaient les internationaux à l'époque. Et donc ça va être d'aller la chercher de 2010 à 2012 dans ce que l'on pensait qui allait être notre levier le plus important, c'était les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.
Et ça va se révéler très compliqué pour des intermédiaires industriels comme nous. L'enjeu va plutôt basculer en 2012 de plutôt regarder l'Amérique du Nord qui a un environnement pour des tailles moyennes beaucoup plus stable en termes financiers, en termes juridiques, qui a des entreprises PME qui ont les mêmes baby boomers qu'avait l'Europe, si ce n'est qu'aux États-Unis, on travaille 10 ans de plus et qui vont nous permettre finalement d'avoir cette deuxième étape. Donc c'est intéressant de voir que au début, c'était plutôt l'Europe, qu'après la crise de 2008-2010, ça a été plutôt les BRICS, donc les pays lointains. Pas facile pour les tailles moyennes parce que les gros travaillent avec les gros dans ces pays qui sont moins structurés. Et puis finalement, un projet qui va être vraiment le début de notre projet de croissance internationale qui va repartir des États-Unis en 2014. Donc en 2012, alors je suis très actif au sein du réseau des conseils du commerce extérieur de la France, donc qui est une mission bénévole que les dirigeants d'entreprise font pour justement transmettre aux jeunes et transmettre aux autres entreprises leur expérience de l'international. Donc mon parcours évoqué m'a amené très rapidement à être actif au sein du comité Auvergne-Rhône-Alpes et puis d'en prendre la présidence. Donc je suis assez actif au sein de ce réseau. Et nous avons un séminaire mondial qui a lieu à Miami fin 2012 et qui m'ouvre les yeux de manière incroyable sur le potentiel de l'Amérique du Nord, qui me démontre que finalement on a toujours cette vision des grands groupes américains, mais que les PME sont beaucoup plus arriérés que nous sommes en Europe, que les pays, même quand vous avez vécu 3 ans et demi, vous oubliez un peu que les États sont à peu près nos régions, c'est-à-dire que très clairement, il y a un monde énorme entre l'Est, le Sud, le Midwest, la Californie, donc les sociétés sont souvent des sociétés régionales, qu'elles sont dirigées par des baby-boomers, souvent un couple qui a quitté un grand groupe ou qui a repris des entreprises comme on l'a fait dans les années entre 70, 80 et 90 et qui atteignent plutôt l'âge de 70 ans, alors que les sociétés qu'on acquérait 10 ans plus tôt en France, c'est des gens qui étaient plutôt entre 60 et 65 ans, et qu'il y a un marché très important, accessible, pour des entreprises européennes dans du build-up. La question, c'est comment tu as pu faire ça? Tu t'es rapproché de conseils locaux qui ont plutôt guidé aussi un peu. Donc déjà, la première chose, c'est de faire deux choses, de travailler soit en interne pour identifier, sourcer quelles sont les typologies de sociétés que l'on voudrait acheter, donc les mêmes que les nôtres, qui est plutôt les mêmes marchés, les mêmes partenariats fournisseurs. Et puis ensuite, il faut s'appuyer sur un cabinet local de M&A, donc qui soit biculturel. Nous avons choisi Pramex à New York, que nous avons rencontré d'ailleurs par l'intermédiaire de BPI. Et Pramex va nous permettre d'identifier sur des listings, à travers des critères que l'on va lui donner, tous les partenaires de Dupont, de 3M, dans le monde des adhésifs, dans le monde des cols. Et on va identifier cinquantaine de sociétés. On va en présélectionner une trentaine qui vont approcher. Et puis, on va organiser à un moment donné. Il faut que le dirigeant, voilà, il mouille le maillot, il faut y aller. C'est de la taille humaine, donc c'est des discussions d'homme à homme, de dirigeant à dirigeant. Faut vendre son projet. Donc, je vais visiter 14 sociétés en juillet 2013 sur lequel on va avancer. Donc. Et du coup, quand tu vas les visiter, est-ce qu'ils savent la raison pour laquelle tu veux les rencontrer, c'est-à-dire Oui, puisque, alors encore une fois, hein, il y a toute la qualification en amont sur lequel on utilise aussi les équipes de France de l'export, hein, donc tous les acteurs, que ce soit Business France, que ce soit BPI, que ce soit les acteurs privés, et donc on va à un moment donné cerner notre sujet, on va approcher, qualifier, et quand Pramex appelle ces gens aux États-Unis pour leur dire voilà, on a un dirigeant d'une société française qui voudrait développer un partenariat avec vous pour voir comment on peut créer des synergies, éventuellement des successions. Au début, très clairement, la réponse c'est 90% des gens qui répondent on n'est pas à vendre. Bon, allez, un peu plus de 90, on va dire 95. Il y en a 1 sur 20 qui vous dit pourquoi pas. Il y en a un autre pourcentage qui vous répond ça peut nous intéresser, mais pas tout de suite.
Et puis, il y en a d'autres qui vont vous recevoir parce qu'ils vont se dire, tiens, c'est quand même bizarre, ce gars qui s'intéresse à nous. Et puis, en plus, il est en Europe. Et puis, on va faire du benchmarking. Et puis, on va quand même l'écouter parce que finalement, ça nous intéresse d'écouter quelqu'un qui fait le même métier que nous. Et donc, dans cette approche-là, on va finalement être reçu par un nombre de sceptiques, mais avec qui on va créer la relation. Et du coup, donc après ces visites, c'est là où est-ce que tu as fait quoi? Tu as fait un top 3, top 5 des gens avec qui tu aimerais aller plus loin ou... Alors, ce qui se passe déjà, encore une fois, hein, c'est qu'on choisit jamais tout seul, on se choisit mutuellement. Donc, déjà, la première chose dans la croissance externe et surtout dans celle de PME, c'est jamais l'acquéreur qui choisit, c'est toujours celui qui vend. Donc ça, c'est important. L'acquéreur, il doit mettre en avant, et c'est ce qu'on fait, 3 choses déjà que quelque part, c'est un peu comme les émissions de télé-réalité aujourd'hui, c'est un peu vie ma vie. Donc globalement, quelqu'un se rend compte qu'on fait le même métier que lui de l'autre côté de l'Atlantique, qu'on a les mêmes enjeux clients, qu'on a les mêmes enjeux de personnel, qu'on a les mêmes enjeux de technologie, qu'on a les mêmes problèmes avec nos fournisseurs. Et donc très rapidement, il y a une sorte de, comment dire, d'amitié de confrères qui se crée. Et c'est toute cette capacité déjà à créer la relation qui est importante. Le deuxième élément, c'est que très souvent, si c'est bien qualifié, on va voir des gens qui ne sont pas vendeurs, mais qui pourraient être à une période de leur vie, soit familiale, soit personnelle, soit d'âge, qui fait que c'est le bon moment. Et très souvent, ceux qui vous disent que c'est pas le bon moment, c'est ceux qui sont très très proches du bon moment. C'est-à-dire qu'ils y pensent déjà. Et puis, de manière très pragmatique, c'est souvent malheureusement des sujets de santé, des sujets de couple, des sujets de famille, de gens qui ont des enfants qui pensaient qu'ils pourraient reprendre, qui finalement découvrent qu'ils ne le feront pas. C'est ces éléments de vie familiale qui vont souvent être le catalyseur de la décision à l'échelle de ces PME, qui ont été souvent des créations. Donc, c'est des baby boomers qui ont créé des sociétés qui, partant de quelques millions d'euros ou de dollars, vont atteindre entre 10 ou 20 millions d'euros ou de dollars. Et ça reste encore des entreprises familiales, souvent qui n'ont pas de dirigeants, qui ont souvent des collaborateurs experts, ils n'ont pas de numéro 2. Ils ont des gens qui les ont accompagnés pendant un certain temps. Souvent, ce sont des dirigeants qui ont occupé beaucoup de place, qui n'en ont pas laissé beaucoup et qui, le jour de la transmission, se disent, tiens, j'ai personne à l'intérieur qui peut reprendre. Donc ça, c'est aussi un défi pour nous. Donc le deuxième étape, c'est de vendre un projet, d'expliquer qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, comment nous on voit l'avenir. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit le sourire qui illumine le visage de nos interlocuteurs en se disant, tiens, si j'avais eu ce projet 20 ans plus tôt, qu'est-ce que j'aurais aimé le faire, ou tiens, j'aurais pu le faire à sa place. Et donc, encore une fois, là, il y a une connivence qui se crée. Et puis, très vite, on commence à regarder comment ça pourrait être possible, la période d'accompagnement, le deuxième rideau des équipes, potentiellement, comment ça se regroupe. L'avantage, quand vous arrivez pour la première fois dans un pays, vous pourriez croire qu'au début, on va se dire qu'est-ce que c'est que ce petit Français par rapport à l'Américain, mais vous vous rendez compte très vite que finalement, vous n'êtes pas un concurrent. C'est-à-dire que pour lui, vous donnez une dimension internationale au futur. Vous allez vous appuyer sur son site parce qu'il est très impliqué dans son écosystème régional. Vous allez vous appuyer sur ses équipes parce que vous n'avez pas la capacité à dire je déplace cette société dans l'état d'à côté où vous n'êtes pas repris par quelqu'un qui est plus gros. Donc finalement, vous avez à la fois une dimension de croissance, d'avenir, de futur pour le bébé, et vous arrivez très vite à convaincre dans ces phases où vous êtes en gré à gré, où la personne n'a pas commencé un processus de vente, que vous allez être ou les meilleurs parents adoptifs pour son enfant et que il pourra le regarder grandir une fois qu'il va le transférer. Et donc, une fois que vous avez fait la bonne rencontre, du coup, tu as racheté la société aux États-Unis, je suppose. Donc, notre première, on va donc commencer en 2013. On va finalement voir sur les 14, je vais continuer sur 4 projets et je vais en faire un qui était double en fait avec un site à Milwaukee, un site à Cleveland et puis qui était dans le monde des adhésifs et puis paradoxalement un fonds de commerce qui était à Cleveland aussi dans le monde des films techniques et du Nomex qui était partenaire de Dupont. Donc là, c'était un fonds de commerce. Donc celui-ci, c'était assez clair dès le départ que nous allions le regrouper sur un site.
Et donc, on va commencer avec ces 2 sociétés et ce fonds de commerce. Et puis, on va continuer derrière. Donc ça, c'est le début du Midwest. C'est Milwaukee et c'est Cleveland. On va continuer ensuite dans notre stratégie qui est sectorielle, où on veut développer l'aéronautique. On a pris une position importante dans le monde de l'aéronautique en 2015, dans le monde de la transformation des adhésifs, mais aussi dans le monde du conditionnement sur mesure des cols, des mastiques et des produits chimiques à Toulouse en 2015. On va identifier, encore une fois, le même secteur, les mêmes partenariats stratégiques avec les fournisseurs, les mêmes typologies de clientèle. Une société à San Diego, donc encore une fois, je vois le plus petit des partenaires aéronautiques de 3M, il y en avait 5 à l'époque, aux États-Unis, et on voit un garçon qui est international, qui est d'origine indienne, qui a créé ça à San Diego en développant l'export sur l'Asie, sur l'Amérique latine, avec qui le fit entrepreneurial va vraiment fonctionner. Et on va racheter cette première société dans le monde des adhésifs et des cols pour l'aéronautique, qui s'appelle VMS à San Diego en 2016. Puis on va continuer avec une autre société à Montréal. Donc sur le Canada, on fait la même démarche, on regarde, on identifie. Donc là, on fonctionne pas avec Pramex, on fonctionne avec un autre conseil. Et puis on va regarder l'ensemble des acteurs, encore une fois partenaires. On va acheter une société près de Montréal qui s'appelle Profom, donc comme son nom l'indique, qui est le pro de la mousse. Qui fait à la fois des adhésifs et des mousses, donc qui va compléter encore nos produits flexibles, en particulier pour le monde automobile et pour le monde de la construction. Et puis on va continuer aux États-Unis encore dans la foulée en 2016 à Pittsburgh avec quelqu'un qu'on avait identifié mais qu'on n'avait pas, qui n'était pas prêt à l'époque et qui était un des fournisseurs partenaires de 3M, cette fois-ci automotive, avec une certification automobile mondiale, donc 16949, AITF ensuite, donc qualifié chez tous les grands de l'automobile, qui est fournisseur en direct de General Motors et de Fiat Chrysler, qui va devenir Stellantis. Et même chose, on va racheter un couple. Lui était désespéré parce que c'est la boîte de ses parents, mais ses enfants ne voulaient pas reprendre. Et finalement, il va trouver à travers nous des gens qui vont continuer les valeurs. Il va nous accompagner sur 2 ans. Ça, c'est aussi une capacité qu'on a de cette dimension multiculturelle, de l'écoute de l'autre, qui nous permet quand même d'associer au projet futur des gens qui sont encore très attachés. Donc c'est un équilibre qui est intéressant. On fait du talon pointe, on fait comme dans le rallye, de l'accélérateur frein. Il faut à la fois transformer, apporter du changement, mais capitaliser sur la connaissance, sur la valeur, sur l'engagement des équipes qui sont sur place. Et donc c'est ce qu'on va faire avec cette société dans le monde de l'automobile, encore une fois, donc en construisant cette expertise au-delà des matériaux et des process sur des secteurs. Et donc, après l'aéronautique, effectivement, cette dimension automobile. Voilà, sur l'Amérique du Nord. Alors ensuite, on va aussi la dupliquer en Europe. On va continuer en Belgique, en Allemagne, en Pologne, en Hollande. Puis en 2019, on a une opportunité de faire 2 opérations absolument incroyables. Une aux États-Unis, en Californie, avec une société qui est le leader d'une niche mondiale, qui est le conditionnement sur mesure de colle, de mastic et de produits chimiques pour l'aéronautique, qui est en direct chez Boeing Distribution and Services, qui est en direct à la fois sur les marchés aussi de l'espace, donc l'aéro, l'espace, la défense, et puis toute la maintenance des compagnies aériennes, et une compagnie à peu près équivalente qui est beaucoup plus sur les peintures, sur les mastiques, sur les produits de traitement de surface, qui est en Angleterre, 2 sociétés qui sont partenaires des grands fabricants mondiaux de peinture, que sont AkzoNobel, PPG, Mankiewicz. Celle qui aux États-Unis est plutôt partenaire des Henkel, des 3M, des Akzo. Et donc on va prendre en 2019, avec 2 acquisitions d'Angleterre et 2 acquisitions en Californie, le leadership d'une petite niche qui s'appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, le custom packaging, ou le conditionnement sur mesure, le dosage sur mesure de produits liquides pour l'aéronautique. Donc on peut voir que pendant la période, on va dire 2016-2019, vous avez énormément de croissance externe. Quid de maintenant 2023? Est-ce que c'est toujours la même démarche de ces années-là, ou maintenant vous cherchez plus à consolider et à... Alors, l'avantage, c'est de faire les 2. C'est-à-dire que la croissance externe n'a de valeur que si 1 plus 1, ça fait plus que 2.
Et donc, si vous développez des positions de marché, c'est-à-dire que si le fait d'être aux États-Unis avec vos grands fournisseurs vous renforce sur votre position européenne, si le fait d'être avec un acteur comme Airbus à Toulouse vous permet de prendre des marchés sur sa filiale dans l'Alabama à Mobile, et donc c'est effectivement c'est de faire en sorte que croissance externe et croissance organique puissent se cumuler. Au milieu, il a fallu quand même passer une période un peu compliquée, c'est 2020-2021, puisque tout de suite après ces années 2019, où très clairement on était un peu dans l'euphorie, arrivent 2 années difficiles. Déjà, fin 2019, une petite baisse sur l'aéronautique avec le 737 MAX, mais aussi très très vite les périodes Covid qui vont d'est en ouest, alors qui n'atteignent pas heureusement tous nos pays au même trimestre. Bon, on était très affectés quand même sur cette période-là, paradoxalement avec 2 secteurs qui se sont mieux comportés pendant cette période. Donc celui de la construction, dont on s'est aperçu qu'il était beaucoup plus solide. Alors paradoxalement, il ralentit un peu en 2023 pour d'autres raisons, qui sont les coûts d'énergie et puis les investissements et les taux d'intérêt. Mais en revanche, qui a porté quand même cette période de manière incroyable et qui nous a permis de prendre des parts de marché, de développer des produits, qui fait qu'on a quand même un ramp-up de produits sur ces marchés. Donc on ne vit pas que en fonction des volumes, on vit aussi en fonction des parts de marché. Et puis surtout, qui va nous permettre de ces 2 années, qui sont plus difficiles sur les marchés leaders que vous avez mentionnés, vont nous permettre de nous rendre compte comme la dimension du domaine de la santé est important, et donc qui va nous permettre de développer un projet avec une ambition de développer dans le monde de la santé, le healthcare, ce qu'on a développé dans l'aéronautique. Donc l'aéronautique comme la santé, c'est des mondes de très haute technologie où la logique se fait plus sur la valeur que sur le coût, où vous avez une dimension de volume qui n'est pas énorme. Enfin, c'est toujours, on va dire, très technique. Donc, c'est pas de la très grande série, c'est plus de la solution sur mesure. Et vous avez des barrières à l'entrée qui sont très fortes. La certification 13485 pour l'ISO, FDA aux États-Unis. Vous avez le fait d'être partenaire privilégié de vos grands fournisseurs, mais pour la partie médicale, pour leur offre healthcare. Et vous avez la même chose pour rentrer dans le monde des grands acteurs de la santé ou de la distribution pharma. Donc, pour passer ces barrières à l'entrée, il faut acquérir des sociétés, et c'est ce sur quoi. Donc, pour répondre à votre question, notre projet aujourd'hui, 2023-2025, c'est vraiment de capitaliser sur une position de marché, on va dire, assez remarquable et unique que l'on a pu construire sur cette niche mondiale dans le monde de l'aéronautique, et aujourd'hui de faire face avec nos très grands clients. Nous sommes devenus un partenaire majeur d'Airbus sur le sujet, en prenant un marché privilégié. Nous sommes leur partenaire privilégié sur les cols, les adhésifs et les chemicals, de construire le ramp-up avec ces grands acteurs. C'est le cas aussi avec Dassault, où nous sommes rentrés à travers une petite acquisition externe et qui est aussi en plein développement. Dans le monde de l'espace aussi, avec Thales Alenia, mais aussi avec Airbus Espace. Et dans le monde de la défense, puisque nous sommes à la fois un fournisseur de la défense aux États-Unis, en Angleterre et en France. Donc cette activité-là, aujourd'hui, nous avons pris la part de marché, et il faut que l'on puisse développer des synergies interpays, monter en charge sur le ramp-up de nos grands clients. Et donc, c'est plutôt de la croissance organique et quelques acquisitions, on va dire, de spécialités ou de positions très géographiques. Et puis, en revanche, de repartir sur des marchés qui ont été un peu plus affectés. Et là encore, avec cette volonté d'allier croissance organique mais croissance externe dans le monde de la transformation des adhésifs en particulier, sur lequel nous avons des gros projets. Et puis sectoriellement, le monde de la santé, sur lequel il faut passer, comme on l'a fait dans l'aéronautique, les barrières à l'entrée. Et donc ça, pour trouver immédiatement un endroit où on récupère des clients, on récupère des experts, des compétences humaines, de la valeur ajoutée, et un site et une capacité industrielle pour servir le client en proximité, la croissance externe va beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est ce qui fait que ce modèle de croissance forte par croissance externe à l'international du build-up de PME est devenu notre business model d'Adev Materials, mais en créant de la valeur pour nos clients. Puis il y a une nouvelle dimension qui est devenue importante, comme nous sommes un acteur, vous l'avez bien compris, de produits, on va dire,
plastique et chimique et que nous sommes dans des activités qui sont de l'aéro et de l'auto, il faut qu'on aille sur ce secteur-là. J'allais te demander, est-ce que tu sens de la part des donneurs d'ordre une volonté de demander aux fournisseurs tels que vous une composante plus environnementale maintenant, de vous demander pas des comptes, mais de demander les actions que vous menez dans ce secteur-là, que ça devient important pour eux? Alors déjà, c'est pas nouveau pour eux. Moi, j'étais en 2016, on était en acquisition sur ces boîtes américaines. À l'époque, j'assistais au premier témoignage de Donald Trump qui disait qu'il allait quitter les accords de Paris et la COP 21. Et quand on rencontrait dans la même semaine les dirigeants de 3M, de Dupont, ils nous expliquaient que eux, ils avaient qu'un seul objectif, c'était aujourd'hui de travailler sur les dimensions environnementales et d'aller vers des produits de plus en plus verts, de plus en plus recyclables. Enfin, déjà, il nous parlait d'économie circulaire. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas neuf. Tous les grands groupes, très clairement, l'ont adopté depuis, pour moi, 5 à 10 ans. Notre plus gros client dans le monde historique, dans le monde des films et les adhésifs Schneider Electric, nous avait déjà accompagnés il y a déjà 10 ans, quand nous avions rejoint Global Compact, qui était donc une initiative des Nations Unies et où on avait déjà développé une politique RSE à partir des objectifs des fameux ODD, objectifs de développement durable. Et donc on a vécu déjà depuis un certain nombre d'années avec cet objectif-là et très clairement tous depuis 3-4 ans, et c'est une accélération permanente, ont des attentes sur le sujet de la transition énergétique et écologique. Et puis, on a bien sûr aujourd'hui des bilans carbone. On a bien sûr notre contribution au scope 1, au scope 2 qui sont importantes, mais aussi un travail sur le scope 3, donc tout ce que l'on peut faire en amont et en aval. Et à ce titre-là, Advanced Materials est allé plus loin. On a décidé très, très vite de choisir une raison d'être. Donc, on a choisi avec nos équipes. Et dans cette période-là où on a partagé avec nos clients, nos fournisseurs, on a découvert aussi que nos investisseurs, on a des investisseurs très, très attachés à ces modèles RSE, en particulier Tikeo Capital, qui est un investisseur significatif chez nous, mais BPI aussi, qui nous ont aidés aussi à mettre en avant, à partir de leurs critères ESG, à partir de nos critères RSE, un certain nombre d'outils pour décliner cette raison d'être et puis cette politique RSE qui est très importante pour nous, qui a deux avantages. C'est que c'est un sujet, alors on peut même pas dire que c'est plus une différenciation vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos fournisseurs. Hein. Ouais, je vais te demander aussi par rapport à tes concurrents aussi, est-ce que pour toi c'est un facteur différenciant? Bah, ça l'est plus. C'est devenu quasiment maintenant ce que les anglo-saxons appellent license to operate. Ça veut dire c'est le permis de conduire. C'est-à-dire que si on l'a pas, je pense que ça va devenir, je pense, non pas un facteur de différenciation, mais un facteur d'élimination de panels de fournisseurs, ceux qui n'adressent pas ces sujets. Et nous-mêmes, nos grands clients, aujourd'hui, dans leurs assessments, dans leurs audits, nous demandent aussi quels sont nos engagements sur le sujet et comment on peut contribuer à l'atteinte de leurs objectifs mesurables dans le domaine RSE pour aussi leur propre bilan carbone, mais aussi l'amélioration, parce qu'il n'y a pas que l'aspect environnemental, il y a l'aspect sociétal sur le travail des enfants, l'impact sur l'environnement local, et c'est très important pour nous. Ma dernière question, ça serait sur l'innovation. Comme tu disais, le secteur des plastiques adhésifs, c'est un secteur qui est un peu parfois montré du doigt. Est-ce que pour toi, il va y avoir des innovations dans les mois ou les années à venir qui va permettre de réduire l'empreinte environnementale de ces produits? Alors, du côté de nos grands fournisseurs, il y a déjà la disparition d'un certain nombre d'éléments chimiques dans les formules, le toluène, enfin tout un tas d'innovations technologiques. La deuxième innovation aujourd'hui, c'est quand même celle qui travaille beaucoup. Nous sommes dans des métiers de protection ou d'assemblage, donc le désassemblage est très important pour le recyclage et pour l'économie circulaire. Donc c'est un des défis qui est important. Et puis nous-mêmes, c'est pas uniquement dans notre raison d'être, c'est pas uniquement dans nos valeurs fondatrices, c'est aussi au cœur de notre business model. Nous sommes un intermédiaire qui fait des solutions sur mesure. Donc, nos solutions travaillent sur la juste quantité, donc déjà réduire
on est passé d'un monde d'abondance de ressources à un monde de pénurie, donc c'est réduire la consommation des ressources, donc c'est réduire les quantités, donc ça réconcilie l'objectif économique et l'objectif écologique. Le deuxième élément, c'est supprimer toutes nos industries clientes. Ces produits ont souvent des dates de péremption, ont souvent ça colle, ça sent mauvais, c'est pas bon pour les doigts, c'est pas bon pour la peau. Donc globalement, plus on peut réduire, on va dire, la manipulation, utiliser la juste quantité par opération, et surtout qu'il y ait pas de pot à refermer et qu'il y ait le moins de gaspillage. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est moins de quantité, c'est more with less, et c'est surtout zéro déchet, qui est extrêmement important sur ces projets et sur le développement de nos parts de marché. On arrive au terme de l'entretien, Pascal. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne sait pas forcément comment s'y prendre. Est-ce que tu auras un conseil ou un piège à éviter? Bah, le premier conseil, déjà, c'est de bien s'entourer. C'est plus facile à deux que tout seul. C'est plus facile à deux ou trois. Je pense que déjà, on va quand même tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc ça, c'est le premier élément. Il faut y croire. Il faut avoir, je pense, une envie supérieure aux autres. Il faut avoir cette dimension du sportif, d'aller plus loin, de pouvoir tenir longtemps. Et donc, je pense qu'il faut aussi, voilà, se préparer à ces sujets. Je pense que c'est une préparation mentale qui est importante. Il faut en parler autour de soi parce que je pense que aussi le fait de partager permet déjà d'avoir un effet miroir, mais ça permet aussi souvent d'avoir des regards externes sur ces. Encore une fois, je parlais des convictions et de l'écoute, c'est important. Pour moi, le chemin est assez bidirectionnel. Il y a ceux qui ont une idée extraordinaire ou ceux qui ont vraiment une passion ou qui ont identifié un sujet ou un marché ou un process. Bon, et ceux-ci, ils partent avec une idée, ils partent avec un marché. Puis il y a ceux qui sont plutôt dans une logique de partir avec quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire, c'est plus mon cas. Je suis plus un développeur qu'un créatif. Et donc, il faut plutôt, ou en tout cas, quelqu'un qui identifie comment on peut, à partir d'un existant, développer des marchés, construire de la valeur durable, se différencier, améliorer la profitabilité, motiver des gens pour vous rejoindre, toute cette dimension humaine. Ça, il faut partir d'un existant. Et pour partir d'un existant, moi, ce que je conseillerais, c'est encore une fois, c'est de pas partir tout seul. Je pense qu'il vaut mieux être dirigeant tout seul, sans équipe, mais aussi sans support financier, sans banquier, sans investisseur. C'est très difficile. Donc, bon, j'aurais un conseil pour ceux qui veulent reprendre, plutôt de le faire en plusieurs étapes, plutôt en tant que minoritaire. Alors ceux qui ont une capacité à valoriser l'expérience du monde de l'entreprise d'où ils viennent pour la dupliquer auprès d'investisseurs qui vont chercher ces compétences-là, bien sûr, c'est une opportunité. Mais pour d'autres qui regardent différents secteurs, c'est quand même voilà, de se faire accompagner par un investisseur minoritaire qui va rassurer aussi les banquiers, qui va apporter quelque chose. Donc, soit de partir dans son secteur d'activité en tant qu'expert avec un acteur majoritaire et puis progressivement soit racheter le contrôle ou éventuellement requitter pour aller faire une expérience, on va dire, entrepreneuriale, patrimoniale dans un deuxième temps, ou même si c'est en minoritaire, avoir un investisseur qui puisse accompagner, je pense. Voilà. Puis après, c'est en France, on a un écosystème extraordinaire pour les PME. On a toutes les banques aujourd'hui sont quand même ont des services qui sont dédiés à l'entrepreneuriat. On a BPI qui a construit vraiment un accompagnement pour tous les entrepreneurs. On a Business France si c'est pour l'international. On a des écosystèmes sectoriels. La plupart des groupes. On a aussi nous participé bien sûr à des accélérateurs avec le GIFAS. Quand vous êtes dans l'aéronautique, vous avez des secteurs qui vous aident. Donc je pense aussi c'est bien regarder l'écosystème, regarder aussi toutes les aides financières qu'il peut y avoir au niveau des régions. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance d'avoir un dispositif de soutien pour l'entrepreneuriat qui est fort. Et donc voilà, de regarder tous les écosystèmes, de prendre un peu son temps avant de choisir, et puis à la fin quand même d'écouter son cœur, parce que
c'est l'envie qui va vous faire passer toutes les difficultés, qui vous apportera la résilience et donc de ne pas faire un choix par dépit, de faire un choix conquérant. Merci beaucoup pour ces conseils, Pascal. Je retiens de toujours suivre son cœur, savoir bien s'entourer et bien être patient et bien regarder les tenants et les aboutissants avant de se lancer. Je pense que c'est 3 bons conseils. Je te remercie beaucoup, Pascal, et je te souhaite plein de succès avec Adev Materials dans les prochains mois et prochaines années. Merci beaucoup, Xavier. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!